Vous êtes sur le site, ça s'appelle les Panafricaines, c'est un nouveau site en fait, ça date d'il y a même pas, enfin, presque un an maintenant. Et en fait, donc c'est un site, on va dire, d'information générale concernant l'Afrique. Mhm. Avec, on essaie d'axer en fait en particulier sur deux thématiques principales, à savoir les flux migratoires et les questions d'environnement. Donc, Ouais. est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs de façon rapide? Patrick Mbeko et je suis d'origine congolaise. Bon, je suis canadien d'origine congolaise. J'ai fait des études politiques appliquées. J'ai un peu touché à tout, hein. J'ai fait des affaires diplomatiques et stratégiques. Je suis allé à l'école des politiques appliquées, puis j'ai fait des affaires publiques et gestion internationale. Et en même temps, je suis aussi journaliste. Donc, en gros, je suis analyste de questions géopolitiques et stratégiques. Et ma spécialité, c'est vraiment l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, la région des Grands Lacs aussi, enfin. Ouais. Et là, vous enseignez au Canada en fait, vous êtes à Montréal, c'est ça? Je suis à Montréal actuellement, ouais. Mais je Ok. n'enseigne pas, non. Ok. Est-ce qu'on peut rapidement, aujourd'hui, il y a une question très très brûlante en Afrique, la fameuse réunion du G7 à N'Djamena, au Tchad. Est-ce que, connaissant votre façon en fait d'analyser les choses, vous y croyez vraiment, vous, l'opération Barkhane, la présence, présence ou une présence étrangère, n'importe laquelle en Afrique, pour trouver une solution à des conflits qui sont locaux? Ben, moi, je pense que la solution passe avant tout par les Africains eux-mêmes. Mais s'il y a aussi, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que s'il y a une présence étrangère en Afrique, c'est parce que les élites africaines ont failli d'une certaine manière. Donc, c'est cette faillite-là qui fait qu'on a une présence étrangère. Maintenant, il appartient aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Moi, je crois que les pays africains peuvent s'organiser de manière à mettre fin à toute cette situation. Mais quand vous avez des pays parfois qui jouent un double jeu, ça devient très difficile aussi. Donc, chaque pays africain poursuit ses propres intérêts. Et sans prendre conscience des répercussions que ça peut avoir sur des régions entières. On l'a vu dans la région des Grands Lacs, on le voit aussi au Sahel aujourd'hui. Et vous ne pensez pas que la CEDEAO, par exemple, elle ne peut pas être un outil de résolution politique, en fait, Ben exactement. ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Ben justement, moi je crois que la CEDEAO pourrait jouer un rôle très important. Encore faut-il que les dirigeants s'entendent sur ce qui doit être fait, ce qui devrait être fait. Et là, c'est un autre problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que la solution appartient aux dirigeants africains. Ils doivent s'accorder, ce qui n'est pas évident. On le voit aussi hein, sur des questions importantes en Europe. L'Union européenne ne s'accorde pas toujours. Ce n'est pas évident d'accorder tous les pays autour d'un plan précis quand les uns et les autres défendent leurs intérêts et prennent position en fonction de ces intérêts-là. Et l'un des pays maintenant qui envoie, on va dire ça, même si peut-être l'expression elle est un peu trop exagérée, mais je reviens à l'Afrique centrale, en fait. Oui. Est-ce que, comme j'avais posé la question l'autre fois, est-ce qu'il s'agit d'une espèce de somalisation en fait de l'Afrique centrale dans la situation Mais actuelle? pour l'instant, je dirais que non. Si je parle de la République centrafricaine, parce que je sais que vos questions portaient sur la République Dans la République centrafricaine. centrafricaine, Oui, exactement. si on prend la République centrafricaine, il y a pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de somalisation? Bon, on a une somalisation de fait, parce que deux tiers du pays, quand même, une grande partie du pays est tenue par des groupes rebelles. L'État ne contrôle qu'un tiers du pays. Donc, on a une certaine somalisation de fait. Maintenant, il y a eu des accords de paix qui peinent à se matérialiser sur le terrain. Encore là aussi, le président Touadéra a tendu la main pardon, à des groupes, aux groupes rebelles qui lui font la guerre pour trouver une issue. Mais là encore, vous voyez, on revient sur ce que je disais précédemment, c'est que vous avez des pays qui sont soupçonnés d'alimenter les groupes rebelles. Et donc, par le passé, avec le Tchad qui avait joué à ce jeu-là. Exact. Donc, vous voyez, nous nous retrouvons dans des configurations dans lesquelles il est difficile aujourd'hui de réunir les gens autour d'un projet commun quand il y a des gens qui jouent une partition à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on parle de paix alors qu'on travaille en sous-main pour entretenir une certaine forme d'instabilité quand on veut installer ses propres marionnettes au pouvoir. Et là, je parle du cas du Tchad qui a soufflé le chaud dans ce point-là. Il faut prendre en considération aussi le fait que vous avez des puissances comme la Russie et la France Exact. qui donnent l'impression de travailler ensemble alors qu'au fond, on sait bien que Paris n'est pas très content de voir la Russie sur place. Ça Exactement. aussi, c'est un fait. Donc, vous voyez, nous sommes c'est une configuration
hautement explosif. Et donc, pour revenir à votre question, la somalisation de fait du pays est déjà là. Maintenant, est-ce qu'on va assister à un démembrement effectif? On n'en est pas encore là, mais il faut espérer que les Centrafricains vont finir par se mettre autour d'une table pour trouver une issue à cette situation. Et en fait, si on suit votre analyse, c'est que on en revient un peu, c'est comme le contexte de la guerre froide. Des grosses puissances qui sont en Afrique, qui font de la guerre par proxy. La Russie essaie de trouver un pays en Afrique, donc elle est là, elle utilise même des armées privées. La France, il essaie un petit peu de revenir, même parce qu'il y a le risque en fait qu'elle perde du terrain, et l'on a perdu d'ailleurs. Et est-ce que le fait que l'Afrique se transforme en un terrain de bataille entre les grandes puissances ne risque pas de compliquer l'existence aux Africains? Mais c'est d'ailleurs ça le gros problème, en fait. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un grand terrain de bataille. C'est d'ailleurs le sujet d'un bouquin que je prépare. C'est que vous avez aujourd'hui euh, pas seulement les grandes puissances traditionnelles qui s'intéressent au continent par le passé. On a aujourd'hui d'autres acteurs. Vous avez la Turquie qui se positionne. Vous avez même le Japon qui veut se positionner aussi. Vous avez les Émirats arabes unis. Vous avez l'Iran. Vous avez la Corée du Nord qui traite en somme avec l'Ouganda et qui veut trouver des débouchés en Afrique. Vous avez tous ces acteurs-là. Donc, le continent se retrouve au cœur des grands enjeux et les Africains sont un peu absents en fait de ce grand jeu qui se déroule devant leurs yeux et eux ils sont un peu dans la posture des gens qui vont servir des agendas qui sont extra-africains. Et donc ça complique beaucoup les pistes de solutions, vous voyez, pour arriver à résoudre certains conflits, dont celui de la Centrafrique. Comment vous pouvez trouver des solutions à une situation qui implique plusieurs acteurs aux objectifs et aux vérités divergents? C'est ça le problème. Et on ne le voit pas seulement en Centrafrique, on l'a vu aussi, on le voit encore en Libye. Dès 2016, quand j'ai publié mon livre sur la guerre de l'OTAN contre Kadhafi, à la fin du bouquin, je parlais de ce problème-là. Je disais qu'il va être difficile de trouver une solution dans la mesure où vous avez même des alliés au sein des coalitions comme l'OTAN qui ne s'entendent pas sur la suite à donner à la situation sur le terrain. Prenez le cas de la Libye, vous avez la France qui est un membre de l'OTAN, même titre que la Russie, la Turquie, mais ils ne s'entendent pas. Les États-Unis, pareil. Vous arrivez en Centrafrique, c'est pareil aussi. Donc, chacun joue sa partition en fonction de ses intérêts. Ce sont les Africains qui paient le prix. C'est-à-dire que l'enjeu, on dit qu'il y a pas mal d'ingérences étrangères, il y a beaucoup de pays qui essaient de se positionner en Afrique, mais pensez-vous que l'enjeu est toujours dans le sens traditionnel, à savoir, il se limite aux matières premières. On parle de diamants, on parle des terres rares, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux, je ne sais pas, à l'aune du 21e siècle, à votre avis? Il y a beaucoup d'enjeux. C'est sûr que les matières premières, vous savez, les matières premières aussi, il y a aussi les enjeux par rapport aux matières premières changent aussi. Pendant la guerre froide, on parlait de diamants dans certains pays, mais la guerre froide, c'était beaucoup plus idéologique, hein. Même si en toile de fond, il y avait les matières premières, mais c'était très idéologique. Après la guerre froide, on a eu la ruée vers les matières premières africaines. Là, on a eu des guerres en Sierra Leone, un peu partout au Congo et tout ça. Et puis en Centrafrique. Maintenant, il y a toujours, vous savez, le 21e siècle, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Ça va être celui qui va avoir le contrôle absolu de l'intelligence artificielle, en tout cas, va être la première puissance mondiale. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis et la Chine se font cette guerre-là. C'est une guerre technologique, en fait, aujourd'hui, à travers Huawei et tout ça. Alors, on a besoin de matières premières aussi, mais pas les mêmes matières premières qui étaient prisées au lendemain de la guerre froide. On n'a pas besoin de diamants pour ça, on a besoin du coltan, on a besoin de certains terres rares. Et donc, ça, c'est un enjeu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un positionnement, c'est-à-dire que l'Afrique est un marché qui est très jeune. On l'oublie souvent. C'est un marché qui est très jeune et selon plusieurs analystes, c'est un marché qu'on ne peut pas aujourd'hui sous-estimer. Donc, c'est un marché qu'il faut conquérir, qu'il faut contrôler du moins pour le moment, le temps que le continent devienne un acteur important sur le plan économique pour écouler des produits et puis contrôler ces matières premières. Donc, les enjeux ne se limitent pas uniquement aux ressources naturelles. Il y a aussi cet enjeu humain, si je pourrais dire comme ça, entre guillemets, mais aussi cet enjeu territorial parce que c'est quand même un continent important qu'il faut contrôler compte tenu de ces diverses ressources parce qu'il n'y a pas que les minerais. Il y a la faune, il y a la flore. Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'eau. Le bassin du Congo est visé. On en discute dans des forats
internationaux sont les Congolais. Donc, ce sont des enjeux qu'il faut prendre en considération et qui vont évoluer puisque les enjeux ne sont pas figés. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Les enjeux vont évoluer en fonction de l'évolution de la science, en fonction de l'évolution des enjeux des grandes puissances, en fonction même de l'évolution des enjeux au sein du continent même. Et l'Union africaine dans tout ça? Ben, l'Union africaine, vous savez, c'est un syndicat de chefs d'État. Ils sont un peu… je dirais, en fait, le problème de l'Union africaine, c'est l'absence de vision. L'Union africaine semble faire du copier-coller que d'avoir une vision innovante en ce qui concerne les intérêts du continent. Si vous prenez l'exemple de la ZLEC, la zone de libre-échange, j'ai comme l'impression qu'on imite des choses sans comprendre en fait la portée de ces choses-là, sans en mesurer les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, la ZLEC va être opérationnelle, mais qui va en bénéficier? Puisque nous avons des pays africains qui ont tissé des accords avec des grandes puissances, avec des multinationales étrangères qui pourront investir le marché africain et PDT. Donc, vous voyez, et tout ça parce qu'il y a une absence de vision au niveau de l'Union africaine. Les gens préfèrent copier tout ce qui se fait ailleurs et les chefs d'État se positionnent toujours en fonction de leurs intérêts court-termistes politiciens. Pour conclure, dernière question. Vous n'êtes pas du tout à ce qu'on appelle un afro-optimiste. En fait. Non, si je le suis, mais je pense, parce que vous savez, le monde est en train d'évoluer. Je suis un afro-optimiste. Je crois aussi que l'Afrique va se développer peut-être aussi avec le concours des Européens. Vous savez, les causes des peuples sont les mêmes, de mon point de vue. C'est au niveau politique où il y a des problèmes, mais les causes au niveau des populations sont les mêmes. Donc, je reste optimiste. Je sais qu'il y a une Afrique qui est en train de se réveiller. Il y a une jeunesse qui semble s'inscrire dans la rupture avec tout ce qui a été fait par le passé, avec ce que font les dirigeants politiques africains. Je pense qu'on peut espérer que les choses vont évoluer positivement à l'avenir. C'est une question de temps, mais ça arrivera, je pense. Un grand merci à vous, Patrick. Au plaisir. Un grand merci à vous.